Vous savez, nous vivons en Amérique et en France, et l'économie est fantastique. Nous avons une belle maison, nous avons une belle entreprise, et maintenant les enfants sont éduqués ici. Et on part du principe que c'est ici que se trouve leur avenir. Mais quand on regarde de plus près, les gens comprennent que ce n'est pas l'endroit pour leur avenir. Quand nous étions enfants, Israël était un pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Israël est probablement le pays le plus dynamique du monde. Donc, ça fait partie de la philosophie ici, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il existe une nouvelle réalité. Et il faut la regarder avec un regard neuf. Le rabbin Léodi est un rabbin israélien né en Grande-Bretagne, éducateur et ancien capital-risqueur, dont la vie a été bouleversée à jamais lorsque sa femme, Lucie, et ses filles Maya et Rina ont été assassinées lors d'une attaque terroriste dans la vallée du Jourdain en avril 2023. Depuis lors, il est devenu une voix respectée internationalement sur la résilience, la foi et le sionisme. Le rabbin dit a dédié un nouveau livre, The Business Case for Israel, Can You Afford Not to Be There, à sa nouvelle épouse, Elisa. Dans ce livre, il applique les outils d'analyse d'un investisseur pour démontrer qu'Israël est l'un des investissements à long terme les plus solides au monde, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans moral, stratégique et spirituel. Bienvenue au GNS News Hub, Ravdi. Merci Steve. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce merveilleux livre? Donc après notre tragédie, lorsque la guerre a éclaté 6 mois plus tard, plusieurs communautés aux États-Unis et dans le monde entier m'ont invité à prendre la parole, je suppose, pour leur donner de la force dans ces circonstances. Et donc j'ai voyagé et parlé de mon histoire, mais aussi de l'histoire d'Israël depuis le 7 octobre. Et après avoir pris la parole autant de fois, je me suis dit que je devrais peut-être écrire tout cela. Et c'est vraiment comme ça qu'est né ce livre. Dans l'introduction, tu racontes une histoire à propos d'une rencontre que tu as eue dans le métro parisien. Je vais te dire la vérité, Steve. Donc, Élise et moi, nous avons fait une escale à Paris pour une journée en revenant d'un de nos voyages aux États-Unis. Et nous avions tous les deux des souvenirs, datant d'il y a 20 ans, d'excellente cuisine cachée à française. Alors, nous avons réservé le meilleur restaurant de viande pour le soir et le meilleur croissant pour le matin. Et ce que nous avons trouvé, c'était les pires repas que nous ayons eus depuis de très très nombreuses années. Et nous avons réalisé que dans notre propre ville natale d'Éphrate, nous pouvions avoir un meilleur croissant et un meilleur repas français. Et j'étais tellement en colère ce matin-là, après avoir pris un petit déjeuner de très mauvaise qualité. Je me tenais dans le quartier juif à la station de métro. Et il y avait un gars à côté de moi qui portait une casquette, parce que bien sûr, on ne peut pas porter de kippa en France. Et je lui ai demandé, tu parles hébreu? Et il m'a répondu oui. Et je lui ai dit, tu sais, pourquoi vis-tu ici? Et cela a mené à une conversation où il m'a essentiellement dit, écoute, je suis français, je parle français, nous travaillons ici. J'ai dit, tu choisis de vivre dans un endroit loin d'être idéal. Tu élèves tes enfants dans un endroit où tu dois cacher ton identité. Tu as le meilleur pays du monde en Israël, où tu pourrais les élever librement en tant que juif, avec tout ce que cette culture a de meilleur. Et tu choisis d'être ici. Et malheureusement, le train s'est arrêté. Je suis descendu et il est resté bouche bée. Après cette expérience, j'ai ressenti que je devais écrire quelque chose. Et j'ai aussi en partie dédié cela à Élie. Et peut-être que lorsqu'il sera traduit en français, peut-être qu'il le lira aussi. Je veux dire, vous êtes rabbin de profession, vraiment, mais comment conciliez-vous cela avec le fait de regarder soudainement Israël et la situation du monde aujourd'hui d'un point de vue économique et stratégique? Alors Steve, la vérité, c'est que je suis un juif redevenu pratiquant. J'ai étudié à l'université de Cambridge et j'ai travaillé pendant 10 ans dans la finance à la City de Londres. Et là-bas, j'investissais dans le capital investissement, le capital risque, pour 2 fonds. Pour le deuxième, j'ai été nommé directeur. C'était un fonds d'investissement d'1 milliard de dollars. Et le lendemain de ma nomination en tant que directeur, j'ai démissionné et je suis parti en Israël pour devenir rabbin. C'est une autre histoire. Mais à l'origine, j'étais en fait investisseur. Et la façon dont nous opérions dans un fonds de capital investissement, c'est que je faisais partie de l'équipe technologique. Et nous cherchions des entreprises que nous voulions acheter, des entreprises privées, puis nous rédigions une note d'investissement. Et la note d'investissement couvrait le marché du produit, l'équipe de direction, les employés, l'évaluation des risques, l'analyse SWOT. Nous faisons toute l'analyse complète, nous la rédigeons dans un petit livret, nous le remettons à... Nous nous asseyons devant un comité d'investissement avec le PDG et les experts en investissement. Et nous justifions pourquoi nous voulons acheter l'entreprise. À la fin d'une heure, ils prennent une décision. Oui, vous pouvez dépenser l'argent. Non, vous ne pouvez pas dépenser l'argent. Et quand il s'est agi d'Israël, je me suis dit, tu sais, ce serait intéressant de regarder Israël comme une entreprise. Tu sais, si on considérait Israël comme une entreprise, quel serait le marché? Quel serait le produit? Quelle serait la direction? La direction, tu sais, ce sont en fait les politiciens d'une certaine manière, non? Qui seraient les employés? Ce serait chaque personne de la population? Quelle est l'analyse SWOT?
Force, faiblesse, opportunité, menace. Et si on regardait Israël de manière complètement objective? Et ce qui m'a surpris, c'est que ce qui en ressort est en fait assez convaincant. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait déjà fait de manière aussi objective auparavant. Donc, Et tu l'as très bien fait. Tu écris que le but de ce livre n'est pas simplement de montrer pourquoi il faut investir financièrement en Israël, c'est aussi de montrer pourquoi il faut aussi choisir Israël pour y construire nos vies. c'est ça, en fait, la vérité, c'est que lorsque j'ai voyagé à travers le monde pour parler de mon histoire avec Israël, je disais aux gens, pourquoi n'êtes-vous pas là-bas? Et ils me répondaient, en fait, j'ai un travail ici, je parle la langue ici, ma famille est ici. Tout se résume au confort. Et le concept, c'est que, vous savez, nous vivons en Amérique. Et en France, vous savez, l'économie est fantastique. Nous avons une belle maison, nous avons une belle entreprise. Maintenant, les enfants sont éduqués ici. Et l'hypothèse, c'est que c'est ici que se trouve leur avenir. Mais quand on creuse un peu, les gens comprennent que c'est pas l'endroit pour leur avenir. Et ils sont prêts à l'admettre, en fait, une fois qu'on en parle avec eux. Donc, il y a ce décalage. Je pense que cela vient du fait que, quand nous grandissions, Israël était un pays du tiers-monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Israël est probablement le pays le plus dynamique du monde. Mais nos esprits sont encore bloqués dans ce scénario des années 1980-1990, où l'on atterrissait à ce qui est aujourd'hui le terminal 1 de Ben Gurion, qui était en gros au milieu du désert. Et on traversait le sable pour arriver, vous savez, à un terminal vraiment très médiocre, et on sortait pour prendre un taxi sur une route à une seule voie jusqu'à Jérusalem. Et je pense que beaucoup de gens en sont restés là dans leur esprit. Et l'un des thèmes de ce livre, c'est de dire qu'en réalité, en tant qu'investisseur, il est très dangereux d'avoir un état d'esprit dépassé. Et on l'a vu, par exemple, je compare différents scénarios, mais Kodak contre Apple. Vous savez, des gens ont investi dans Kodak dans les années 80, 90 et 2000, peu importe, et c'était une entreprise en plein essor. Elle détenait le marché mondial des appareils photo. Et puis, l'iPhone est arrivé, avec ce téléphone, qui, vous savez, apparemment n'était pas un concurrent. Le téléphone a rapidement eu un appareil photo intégré. Les professionnels de Kodak ont alors décidé d'inventer un appareil photo numérique. Et les gens qui avaient investi dans Kodak ont tout perdu au cours des 5 années suivantes. Et ceux qui ont investi dans Apple ont fait fortune. Et d'une certaine manière, c'est là où nous en sommes en ce moment. L'ancien monde pour les Juifs, vous savez, les Amériques, le Royaume-Uni, la France, l'Argentine, le Canada, ce sont les Kodak. Et Israël, c'est Apple. Et il y a un changement de technologie, un changement de dynamique sur le marché. Et ceux qui l'ont remarqué, vous savez, s'en sortent très bien, Baruch Hashem. Et ceux qui adoptent tardivement vont passer à côté. Et cela va leur coûter cher. Donc, c'est en partie la philosophie ici. Essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il existe une nouvelle réalité et qu'il faut la voir d'un œil nouveau. Certaines personnes soutiennent que le 7 octobre a rendu Israël beaucoup plus risqué, et c'est pourquoi tout le monde ne veut pas faire l'Aliyah. Vous, vous soutenez le contraire. C'est ça. Donc, c'est très intéressant. J'ai eu, vous savez, une question quand je suis arrivé au chapitre consacré aux produits d'Israël. Quel est le produit d'un pays? Et il est très facile de dire que c'est l'économie et combien d'argent on gagne. Et je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que le produit d'un pays, c'est sa jeunesse. Et ce que nous produisons ici, c'est une génération jeune incroyable, la prochaine génération. L'avenir du pays dépend du développement du produit, c'est-à-dire du développement de la jeunesse. Et si vous regardez ce pays depuis le 7 octobre, ce que vous voyez est quelque chose d'absolument bizarre aux yeux du monde. Vous voyez un groupe de jeunes qui se sont relevés. Ils se battent au péril de leur vie, sur les champs de bataille, pour une culture, pour une religion, pour un lieu, un endroit, un pays. Et cela n'arriverait dans aucun autre pays au monde. C'est très clair. Et je sais que Douglas Murray s'est levé devant une conférence de non-juifs, 4000 non-juifs, dans l'Est de Londres, lors de la conférence ARC il y a environ 2 ans. Et il leur a fait un discours. C'était un groupe de conservateurs qui parlait de la façon de préserver les valeurs occidentales et les valeurs religieuses en Occident. Et il s'est levé, il a dit, il n'y a qu'un seul pays qui peut se défendre dans le climat actuel, c'est Israël. Parce qu'ils ont une jeunesse qui est éduquée, qui comprend exactement ce pourquoi elle se bat, quelles sont ses valeurs. Si nous ne devenons pas comme Israël, nous ne survivrons pas. Et il a reçu une ovation debout de la part de 4000 non-juifs à cette conférence dans l'Est de Londres. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est absolument vrai. Comparez cela à ce qui se passe sur les campus aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe, n'est-ce pas? Les meilleures universités, Columbia, Harvard et Yale, des gens campaient pour soutenir le Hamas et soutenir les terroristes. L'écart entre notre jeunesse et la leur est tellement grand maintenant,
Je ne pense même pas qu'il soit franchissable. Il n'est même pas possible qu'ils se rejoignent. Donc, notre jeunesse est 1000 fois de meilleure qualité que celle de leurs parents. Je regarde mes enfants et je le vois immédiatement. Et leurs enfants, aux États-Unis et dans ces autres pays, sont 1000 fois de moins bonne qualité que leurs parents. Et l'écart est tout simplement trop énorme pour être ignoré. Donc si un jeune professionnel venait te voir depuis Londres, New York ou Johannesburg, quel argument leur donnerais-tu pour venir en Israël? D'accord, donc tu regardes l'économie ici. Elle est fantastique. Et il y a autre chose que les gens ne réalisent pas. Moi-même, je ne l'avais pas réalisé avant d'analyser les chiffres. Je suggère à tout le monde d'aller sur Google ou ChatGPT et de faire les mêmes calculs. Si tu avais investi 100 dollars dans le Nasdaq en 2000, aujourd'hui, ça vaudrait, je pense, environ 500 dollars, 600 dollars, quelque chose comme ça. Si tu avais investi les mêmes 100 dollars dans l'indice Tel Aviv 125 de la bourse de Tel Aviv, tu aurais aujourd'hui entre 7 et 800 dollars. Si tu avais investi 100 dollars dans l'immobilier en Amérique en 2000, aujourd'hui, ça vaudrait environ 300 dollars. Si tu avais investi la même somme dans l'immobilier en Israël, ça vaudrait 400 dollars. Et tu sais, c'est une croissance exponentielle. En fait, tu sais, ça peut sembler être de petites différences, mais c'est ce qui se passe depuis 26 ans. Et en fait, cette tendance continue et elle s'accentue, elle croît de façon exponentielle. Donc, ouais, Ouais, je veux dire, tu soulignes aussi, et j'ai trouvé ça intéressant, que en 1939, moins de 1% des Juifs du monde vivaient sur la terre d'Israël. D'ici 2026, plus de la moitié des Juifs du monde vivront ici. Et la question est, avec la montée de l'antisémitisme partout dans le monde, surtout depuis le 7 octobre, pourquoi plus de Juifs ne viennent-ils pas vivre ici? Et pourquoi certains Israéliens partent-ils? eh bien, nous avons atteint le point de bascule. Vous savez, en halakha, on dit rubo kekulo, c'est-à-dire que lorsque l'on atteint la moitié, c'est en fait comme si c'était 100%. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous atteignez 50%, les choses commencent à évoluer très rapidement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le 7 octobre a probablement été le jour où nous avons atteint environ 50% des Juifs en Israël. Et fondamentalement, des changements se sont produits dans la macrosphère que Dieu a créée, ce qui a fait que tout le monde a compris que c'était ici qu'il fallait être. Et les antisémites sont sortis du bois et ont soudainement commencé à persécuter les Juifs partout dans le monde. Et Israël commence à gagner chaque bataille, à battre le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, le Liban et le Yémen. Et soudainement, tout a vraiment changé. Donc, nous avons assisté à une transformation complète. L'autre chose à garder à l'esprit, Steve, c'est que la démographie ici est absolument unique. Et je ne pense pas qu'on le dise assez. Peut-être que les antisémites le disent, mais en tant que juifs, nous ne le disons pas. Il n'y a qu'un seul pays occidental qui connaît une augmentation de son taux de natalité, une croissance de sa population de façon organique, c'est Israël. Nous avons en moyenne 3 enfants par mère en Israël. Le reste de l'Occident est généralement en dessous de 1,5. Et le taux de remplacement est de 2,1. Donc nous sommes le seul pays riche au monde qui a un taux de croissance de sa population sans tenir compte de l'immigration. Et ce que cela signifie, c'est que si vous faites une projection vers l'avenir, simplement à cause de la nature exponentielle de ce chiffre, vous voyez que la croissance de ce pays est assurée pour les 50 prochaines années. Devinez ce qui est garanti. Mais si vous êtes un pays dont la population née dans le pays est en déclin et que vous faites venir des immigrés du tiers-monde, comme le font la plupart des pays occidentaux, vous diluez la richesse du pays. Vous savez, dans de nombreuses régions de la Grande-Bretagne et de l'Europe, on constate que beaucoup d'immigrés vivent des aides sociales et qu'ils ne produisent pas réellement comme on s'y attendait. Et la culture du pays est attaquée. Nous sommes le seul pays qui, premièrement, connaît cette croissance fantastique en termes de taux de natalité, mais nous avons aussi une immigration précieuse. Quelle est cette immigration précieuse? Les Juifs ont une culture qui dure depuis 3500 ans. Nous avons été en diaspora, en exil pendant 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, nous avons appris à être juifs, ce qui signifie essentiellement qu'Israël est en exil. Israël est en exil. Et maintenant, chaque juif vient d'Amérique, de France, du Canada, d'Argentine. Ils arrivent prêts à être israéliens. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont toute la culture, ils ont en grande partie la langue et ils ont les valeurs. Et donc, ils s'intègrent tout de suite. Et je peux parler pour moi-même et pour beaucoup de mes voisins à Efrat. Les gens deviennent des citoyens incroyables et précieux de ce pays très, très rapidement. Et vous savez, il n'y a aucun autre pays au monde qui a cela, qui a un groupe d'exilés à travers le monde, qui rentrent au pays et qui ajoute aux valeurs et à la force du pays.
Comment expliquez-vous le phénomène de la Startup Nation et le fait que cette ère de création soit aussi devenue le pays de l'innovation et de la pensée hors des sentiers battus? Laissez-moi vous dire, Steve, en tant que capital risqueur, j'ai vu tellement d'idées différentes en étant à Londres, avec des entrepreneurs qui venaient avec des idées merveilleuses et variées pour tous les marchés possibles que vous pouvez imaginer. Et certaines, nous les financions, d'autres non. Et si nous ne les financions pas, quelqu'un d'autre le ferait. Mais beaucoup de ces idées n'étaient pas vraiment productives ou précieuses. Peut-être qu'elles rapportaient de l'argent, peut-être pas, mais elles n'apportaient pas vraiment de contribution significative à l'humanité. Israël, parce que nous sommes tellement détestés par tant de pays dans le monde, quand nous produisons quelque chose, nous savons que cela doit être très bon, cela doit être de la meilleure qualité, et les gens doivent l'avoir. Nous n'avons pas le choix de faire quelque chose qui soit simplement facultatif. Ici, tout doit être indispensable. Et donc cela signifie que lorsque vous faites face à une crise mondiale, comme c'est le cas en ce moment, avec une guerre mondiale qui fait rage, un effondrement potentiel des marchés boursiers à cause de la surévaluation de l'IA et ainsi de suite, l'économie la plus résiliente du monde sera celle d'Israël parce que ce que nous faisons ici est absolument essentiel. Je vais vous donner un exemple qui s'est produit il y a seulement quelques jours, que vous avez probablement vu. Le gouvernement irlandais a acheté un avion de 53 millions de dollars. Je crois qu'il venait des États-Unis. Et c'était pour que le Premier ministre puisse voyager. Mais à cause de l'antisémitisme du gouvernement irlandais, ils ont insisté pour ne pas avoir Elbit, le système de navigation israélien, intégré à l'appareil. Donc, ils l'ont acheté sans le système Elbit. Et les gros titres de ces derniers jours disent que cet avion ne peut plus atterrir par temps de brouillard. Et comme en Irlande, il y a du brouillard presque tous les jours, cet avion est complètement inutile. Donc, en boycottant Israël aujourd'hui, ils viennent d'acheter quelque chose pour 53 millions de dollars qu'ils ne pourront jamais utiliser. Donc je veux dire, mais c'est typique de ce qui se passe dans ce pays. Je veux dire, les technologies de cybersécurité, la technologie de l'IA, c'est juste pour en parler. J'écoutais un expert en IA dans un podcast il y a seulement un mois ou deux, et on lui a demandé quelle est la compétence que les gens devraient perfectionner dans un monde dominé par l'IA. Et il a répondu l'esprit d'entreprise. Il a dit, parce qu'une fois que vous pouvez avoir 1 million d'agents à portée de main gratuitement, n'est-ce pas? Ou simplement, vous savez, avec Claude, vous pouvez envoyer 1 million d'agents pour faire tout ce que vous voulez. Marketing, développement de produits, peu importe. La seule chose qui déterminera si vous réussissez ou non, c'est votre capacité à imaginer une nouvelle idée de start-up. La même semaine où il a dit cela, Elon Musk s'est levé sur scène lors d'une conférence technologique et a déclaré: le pays avec le plus grand nombre de startups par habitant, c'est Israël. Donc la compétence que nous avons en abondance, c'est cet esprit d'entreprise. La compétence qui sera nécessaire dans le monde de l'IA, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on peut voir où cela mène. Donc, tous les indicateurs montrent que non seulement nous avons eu les meilleures performances parmi tous les pays occidentaux au cours des 25 dernières années, mais en réalité, la tendance pour l'avenir est absolument stupéfiante. Et alors que nous approchons de la saison électorale ici en Israël, ce que vous avez mentionné dans le livre, vous, malgré toute la tragédie que vous avez traversée, semblez être tellement optimiste quant à l'avenir. Beaucoup de gens se plaignent du leadership dans ce pays, des politiciens. Et oui, c'est un argument valable. Ils ont tout gâché le 7 octobre. Et il y avait une sorte d'idéologie des deux côtés selon laquelle nous pouvions vivre avec cette grande barrière à Gaza, ce qui s'est avéré faux. Et nous pouvions simplement repousser le développement nucléaire en Iran. Cela s'est avéré ne pas être vrai. Donc, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais en fait, ce à quoi je pense que les gens devraient réfléchir, c'est à quel point ce pays prospère malgré son leadership. Et je pense que c'est un indicateur très important. Parce que si vous regardez Meta, donc c'est Facebook dirigé par Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, je crois que c'était il y a environ 5 ans, a lancé une idée que tout le monde pensait complètement folle, qui était de créer un métavers où les gens se promèneraient avec des lunettes de réalité virtuelle, et le monde entier serait transformé. Et vous feriez vos courses, rencontreriez votre petit ami, et tout sur Facebook. Vous n'auriez même pas besoin de quitter votre maison. Et il a levé, je crois, des dizaines de milliards de dollars pour investir dans ce projet que la plupart des gens pensaient fou. Le cours de l'action s'est effondré lorsque les gens ont vu que cela ne se réalisait pas. Et malgré cela, quand l'IA a commencé à émerger, il s'est avéré qu'il avait déjà levé des dizaines de milliards de dollars. Et il a soudainement changé sa stratégie pour investir dans l'IA. Et à cause de cela, le cours de l'action a explosé. Donc on voit que parfois, la pire gestion peut finir par faire des choses qui ont une valeur incroyable. Donc peut-être pour de mauvaises raisons. Je pense que si vous regardez ce pays, vous voyez un succès étonnant, souvent malgré ses dirigeants. Et c'est parce que les gens sont tellement résilients.
Et nous l'avons encore vu le 7 octobre. Nous avons vu que l'armée n'a pas réussi à protéger nos civils le 7 octobre. Mais des bénévoles ont tout laissé tomber ce Shabbat-là. Et je me souviens, et ils sont descendus jusqu'à la zone autour de Gaza et ils se sont battus au péril de leur vie et ils ont sauvé Israël. Alors, vous savez, et puis dans les semaines qui ont suivi, les gens ont apporté de la nourriture aux soldats sur les lignes de front au Liban et à Gaza. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de gilet pare-balles. Et le peuple juif a immédiatement réagi et a fourni tout cela. Donc, d'une certaine manière, la mauvaise gestion que nous avons dans ce pays, et malgré tout avec ce succès, prouve que en réalité, le pays est plus résilient que partout ailleurs. Et je veux revenir finalement au fait que vous êtes rabbin et que vous parlez beaucoup du Tanakh, de la Bible, vers la fin du livre. Et vous fondez toute votre philosophie sur la Bible. Comment expliquez-vous, d'un point de vue biblique, théologique et spirituel, que votre thèse ait autant de sens? D'accord, donc je pense que si vous regardez la Bible, je pense que nous sommes très doués dans la diaspora pour obscurcir ce qu'elle dit réellement. J'ai été rabbin pendant 6 ans en Angleterre, et je témoigne que j'étais aussi coupable que tout le monde. On arrivait à la paracha de la semaine, la portion hebdomadaire de la Torah. On la lisait, je faisais un serment. Le serment portait toujours sur l'amour du prochain comme soi-même. Quelque chose de beau, vous savez. Et je prenais un joli verset de la paracha et je le développais pour expliquer comment nous pouvons être de meilleures personnes dans nos vies. Et c'était super. Tout le monde était content, je repartais. Et ce n'est qu'après être venu en Israël, en 2014, que j'ai réalisé que ce n'était pas le message de la Torah. En fait, c'est du sheker. Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais c'est un peu trompeur parce que la Torah est simplement un livre sur un peuple qui tombe au plus bas niveau de dégradation en Égypte, puis qui sort d'Égypte et rentre chez lui. Et Dieu nous ramène en Israël. Et ensuite, tu te dis d'accord, et les prophètes, c'est tout ce qu'ils disent concerne la façon dont nous rentrons chez nous, pourquoi nous avons été chassés et comment nous pourrions revenir chez nous, n'est-ce pas? Et puis, même dans les Écritures, tu regardes le livre de Ruth, et il s'agit entièrement de son retour à la maison. Il y a beaucoup d'autres exemples dans les psaumes, dans les proverbes, et ainsi de suite. Et on voit que la même chose revient encore et encore. La Bible nous dit que les Juifs doivent rentrer chez eux. Et c'est très facile de passer à côté de ça parce qu'on regarde un mot particulier ici, un mot particulier là. Mais si tu regardes le livre dans son ensemble, clairement, le message est que le peuple juif a sa place en Israël. C'est notre maison. Nous sommes en fait le peuple israélien en exil. Nous l'avons oublié pendant 2000 ans, mais maintenant, nous sommes rentrés chez nous, et maintenant, la majorité d'entre nous est ici. C'est vraiment le début d'une période de rédemption. Et on le voit partout. On voit l'antisémitisme exploser dans le monde entier, mais cela dit aux gens de rentrer chez eux. Cela dit aux Juifs de rentrer chez eux. Et nous voyons l'immense succès qui fleurit ici dans tout ce que nous faisons en ce moment, ce qui est encore un signe du ciel que les choses étaient destinées à être ici. Et c'est essentiellement le message dans votre livre. Eh bien, c'est intéressant. Le livre, comme je l'ai dit, j'ai essayé de l'écrire de la manière la plus objective possible. Et vous verrez beaucoup de graphiques dedans. Je vais dire une chose pour commencer. L'un des graphiques que je montre au début, ou un tableau, montre où les Juifs ont été au cours des 3500 dernières années. Et c'est très intéressant, je ne sais pas si les gens y ont vraiment pensé en ces termes, mais il y a 3500 ans, 100% des Juifs étaient en Égypte. Évidemment, là où nous étions esclaves. Il y a environ 2500 ans, la plupart des Juifs étaient à Babylone, quand c'était la puissance mondiale. Ensuite, dans l'Empire romain, il y a 2000 ans, la plupart des Juifs étaient dans l'Empire romain. Et puis en Espagne, beaucoup de Juifs, 30 à 40% des Juifs, étaient dans l'Empire espagnol quand c'était la force dominante dans le monde. Ensuite, en Amérique, dans les années 50, 60, la plupart des Juifs du monde étaient en Amérique. Mais aujourd'hui, la plupart des Juifs sont en Israël. Et je pose la question, et je ne donne pas forcément de réponse, mais j'aimerais que le lecteur y réfléchisse. Est-ce parce que les Juifs étaient dans ces pays qu'ils sont devenus des superpuissances? Ou est-ce parce qu'ils étaient une superpuissance que cela a attiré les Juifs à venir y vivre? Et je pense qu'il est facile de voir les choses sous l'un ou l'autre angle, et je suis sûr que la vérité est un mélange des deux. Mais si vous regardez l'Amérique aujourd'hui, est-ce que les Juifs sont allés en Amérique parce que c'était la terre où l'or coulait à flot? Ou bien, lorsque vous regardez les 10 personnes les plus riches d'Amérique, les milliardaires, et que vous voyez que la majorité d'entre eux sont juifs, il est difficile de ne pas dire qu'en fait, peut-être que les Juifs créent aussi de la richesse là-bas. Alors, qu'est-ce que cela signifie maintenant que la plupart des Juifs sont en Israël? Est-ce que cela veut dire qu'Israël va devenir la nouvelle superpuissance dans les 20 prochaines années? Et je pense que je vais laisser cela à la réflexion du lecteur, mais c'est certainement quelque chose qui mérite d'être pris en considération. Alors, quel est votre message final pour nos téléspectateurs de GNS? Écoutez, 50% des Juifs sont ici maintenant. D'ici 20 ans, ce sera 60%.
D'ici 50 ans, ce sera environ 80%. Et cela ne tient même pas compte d'une grande alia. C'est simplement en supposant le taux de croissance de la population tel qu'il s'est produit jusqu'à présent. Il n'y a pas d'avenir pour vos enfants ou vos petits-enfants dans la diaspora. De plus en plus, les jeunes viennent ici pour trouver un mari ou une femme. Et cette tendance ne va faire que continuer. Plus vous attendez, plus cela devient cher. Les prix de l'immobilier ici explosent. Le shekel s'est renforcé par rapport au dollar, comme tout le monde le sait, environ 20% au cours des 6 derniers mois. Et cette tendance devrait également se poursuivre. Donc, vous savez, les gens, je l'ai déjà dit, ça sonnait alarmiste quand j'ai commencé à le dire il y a environ 3 ans. J'ai dit, je peux imaginer un moment où quelqu'un vendra un manoir à Manhattan et pourra à peine s'offrir un studio à Beersheba. Et je pense que nous allons voir ce genre de situation très bientôt. Donc, je pense que ceux qui envisagent de venir ici pour leurs propres biens, pour leur famille et leur avenir, ne devraient pas attendre trop longtemps parce qu'en réalité, les tendances ne jouent pas en votre faveur si vous vivez en dehors d'Israël. Rabbin Léodé, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le studio de JNS. Merci, Steve.